Bonjour à tous. Avant de passer à l'entretien avec Mickaël et en apprendre plus sur le solstice des ombres, je voulais faire cette petite introduction déjà pour vous remercier de me suivre, de m'aider, de me supporter comme on dit, dans les deux sens du terme. Et puis vous dire que je suis très heureux donc, de la parution le 14 mai prochain du premier tome du solstice des ombres. Alors le solstice des ombres, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un diptyque, c'est-à-dire deux romans qui se suivent et qui forment une seule et même histoire, et qui a pour ambition de raconter une guerre de religion qui s'appelle le chemin des larmes. Donc vous allez embarquer sur les chemins sombres de cette histoire en compagnie d'un jeune moine, un moine enlumineur, qui quitte pour la première fois son monastère et doit se rendre dans la ville de Canae pour assister à une cérémonie très importante. Et il va se retrouver, malgré lui, plongé dans les tumultes de la guerre de religion, une guerre de religion qu'on appelle le chemin des larmes. Et vous allez vivre, à hauteur d'homme, si j'ose dire, le point de bascule de cette guerre. Ce personnage qui s'appelle Umbrod, ce ne sera pas le seul que vous allez suivre, puisque c'est un roman choral, et vont venir s'ajouter au fur et à mesure du récit plusieurs autres protagonistes. Et chacun vous donnera un point de vue sur cette histoire terrible. Dans le premier tome, Sœur de haine, je mets en place tous les éléments d'une tragédie, déchirements familiaux, décisions difficiles sur le champ de bataille, mais aussi ce qui fait le sel de la fantaisie, monstres et magie, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que ce roman, ce nouveau roman, vous emportera par son souffle. Et maintenant, je vous propose de passer à cet entretien que j'ai beaucoup aimé avec mon ami Mickaël Raymond, qui anime le podcast Les Voix de l'Imaginaire. Voilà, bon visionnage et à bientôt. Bonjour Benjamin, on est là aujourd'hui pour parler de ton nouveau roman, qui va arriver aux éditions Nemos, Le Solstice des Ombres. C'est un premier tome, ce sera une biologie. Ouais, Et il faut dire diptyque d'ailleurs, je me suis fait reprendre. Ah bah voilà, donc c'est un beau diptyque. D'ailleurs, j'inverse toujours le Y et le I, donc je dis, voilà, bref. Oui, alors diptyque, ça me va bien aussi. Ça veut dire en fait que pour les lecteurs, il y aura 2 tomes, il n'y en aura pas plus, hein, c'est pas... Ouais, voilà, ouais, c'est pas une saga. Ouais. Il y aura 2 tomes qui seront assez volumineux, mais 2 tomes. Ok, très bien. On te connaît pour le grand jeu. Mes bêtises Donc, précédentes. alors, un roman steampunk, et là, tu es parti sur toute autre chose. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, c'est le jour et la nuit, sans faire de vilains jeux de mots sur le thème du livre d'ailleurs. Ouais, le grand jeu, c'était mon roman d'espionnage à mi-chemin entre un roman de la guerre froide et Indiana Jones, on va dire, ou un film de casse. Et là, c'est un truc sur une guerre de religion atroce de dark fantasy. Donc ça n'a pas grand-chose à voir. Alors je pense qu'on retrouve un peu, évidemment, mes thèmes de prédilection, mais oui, c'est deux univers qui n'ont rien à voir. Hmm. On retrouve quand même ta patte historique dedans. Enfin, voilà, tu Ouais, es bon là, historien et on retrouve un peu voilà, les il va falloir références. s'habituer, les amis. Là, ouais, peut-être que je tenterai un jour un autre truc. Ouais, il y a une idée, effectivement, même si c'est complètement fictif. Alors que le grand jeu était quand même vachement ancré dans une forme de réalité, certes alternative, mais c'était très historisant. Là, on va dire, c'est un peu comme le Canada Dry, ça a le goût, l'odeur, la couleur de l'histoire, mais c'en est pas une vraiment, puisque tout est inventé, quoi. Mhm. On a quand même droit à des petites notes de bas de page qui précisent le Oui, type bon. d'arme ou de vêtements. Oui, c'est vrai. Oui, bon, ok. J'en ai pas trop abusé, Non, non, enfin, non, tu me non, non, diras. Hein. non, non, c'est raisonnable, c'est raisonnable. Ça reste Mais ça fait raisonnable. plaisir. C'est rigolo, en tout cas. Bon, moi, j'ai appris plein de trucs, d'ailleurs, hein, encore une fois. Je crois que le truc le plus marrant, c'est les unités du Moyen-Âge, c'est les toises, les paumes, ce genre de choses. On verra si les lecteurs adhèrent, d'ailleurs, mais moi, je me suis bien marré à utiliser des unités plus ou moins proches de ce que nos amis du Moyen-Âge, alors Moyen-Âge européen, bien évidemment. Mhm. Voilà. Tu
Alors là, tu es parti, tu dis sur de la dark fantasy. Ouais, Et alors, dans l'univers de la fantasy, est-ce que tu peux nous dire comment tu le vois, toi, la dark fantasy, pour que les lecteurs qui vont ouais. s'orienter et choisir leur roman puissent savoir à quoi C'est pas du s'attendre? tout une question piège, hein. Non, non, Moi, j'ai une réponse imparable à ce truc-là, et que je vais nuancer tout de suite après. Mais en fait, si vous voulez savoir ce que c'est que la Dark Fantasy, le plus grand représentant de ce truc, c'est Game of Thrones. Enfin, voilà, c'est donc une fantasy sombre, oui, mais sombre même dans les thèmes abordés, mais presque dans l'esthétique aussi. Il y a une volonté d'être esthétiquement sombre, donc violent, donc traitant de la guerre. Les gens sont assez désespérés, etc. Après, pourquoi je vais nuancer? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un spectre. Hmm. Et je pense que Martin, avec son Game of Thrones, il est assez loin dans le gore, la violence et ce genre de choses. À titre personnel, je ne suis pas un très grand fan de Game of Thrones, je préfère le dire, même si je reconnais que c'est un chef-d'œuvre littéraire. Bon, certes inachevé, mais chef-d'œuvre quand même. J'ai pas vu la série, etc. En fait, il y a des moments où la gratuité de certaines choses m'a gêné, parce que j'ai lu les quatre premiers, je crois. Euh, pour moi, la dark fantasy, du coup, j'ai dû me positionner et je pense qu'en fait, c'est une fantasy qui aborde des thèmes, euh, le thème ou les thèmes qui seraient la violence historique. Finalement, la Saint-Barthélemy, c'est pas de la fantasy, mais c'est super dark. Et la dark fantasy, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans la fantasy, il y a toujours des batailles, hein, il y a toujours notamment la fantasy dite épique ou je sais pas quoi, enfin le Seigneur des Anneaux, quoi. Mhm. Mais voilà, c'est des batailles comme on faisait des films sur la Seconde Guerre mondiale, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'était pas tout à fait réaliste, ça avait tendance à gommer un peu les passages violents ou désespérés de ces histoires. Et la Dark Fantasy fait ça. Alors après, il y a toute une veine, notamment américaine, de Dark Fantasy, où alors là, on y va à fond. Les gens sont tous des salauds, il y a des anti-héros. Voilà. Moi, je suis pas dans ce truc-là. Pour le coup, les gens sont relativement normaux dans leur motivation, mais l'ambiance du solstice des ombres est assez sombre dans le sens où effectivement il y a une forme de désespoir qui traverse les deux livres, ça c'est sûr. Mhm. Est-ce que c'était compréhensible cette définition? Je suis pas sûr. Si, 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 c'était compréhensible. Moi qui ai lu le roman, tu vois, quand on met dark, on dit dark romance, il y a quand même un truc psychologique qui te plombe bien. Et j'ai C'est pas pas été, faux. et j'ai pas été plombé par ton roman. J'ai, Cool. non, mais j'ai pas été, tu vois, entraîné vers le fond en disant, oh là là, c'est Non, trop c'est pas sombre, si etc. désespéré. Non, ouais, ouais. Non, parce qu'il y a une forme d'héroïsme, t'as raison. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est pas tout à fait Dark Fantasy, parce que dans la Dark Fantasy, l'héroïsme est pas très bien vu. Souvent, les mecs sont un peu cyniques. Voilà, bon, ils ont des valeurs ou pas d'ailleurs. Là, il y a. Alors, moi, c'est vrai que mes personnages, bah, c'est là qu'on retrouve peut-être le grand jeu aussi d'ailleurs. Souvent, mes personnages, ils sont simplement humains, donc il y a des courageux, il y a des lâches, il y a des gens qui se posent des questions, mais il n'y a pas des infâmes salauds qui s'en foutent de rien et qui sont nihilistes et qui découpent des enfants à coups de hachette. Non, ça, non, ouais, enfin, pas du tout mon truc. C'est aussi, tu présentais parfois ton roman comme une fantaisie monastique, donc ça nous amène Ouais, justement à ton protagoniste principal, Umbrod. moi je dis Umbrod, mais je sens que ça Umbrod. va être comme d'autres trucs, genre Kiosh, tout le monde dit Kyoshi. Voilà, bon, je dis Umbrod, mais vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, Umbrod. Et là, tu pars, effectivement, tu pars d'un personnage qui va mener une quête, mais qui part de rien, en fait. Ah. Ouais, alors là, pour le coup, j'ai respecté le trope de la fantasy. Je vais revenir au moine après. Mais bon, le trope de la fantasy, c'est un type qui part de son village et qui va vivre une aventure auquel il s'attendait pas trop. Sauf que là, elle est pas très joyeuse. Et c'est le cas d'Umbrod. Donc Umbrod, juste pour le présenter, c'est un jeune moine enlumineur qui, pour la première fois, sort de son monastère pour aller assister à une cérémonie dans une autre ville. Et évidemment, ça va pas super bien se passer parce que le contexte de ce livre, c'est qu'il y a une guerre de religion en cours et qu'évidemment, il va se retrouver embarqué là-dedans. Euh, Oui, alors je l'ai longtemps appelé fantaisie monastique parce que bah, tout bêtement à l'origine, c'était vraiment, j'avais presque pensé faire une enquête, tu vois, au nom de la, enfin c'était Hmm. vraiment le nom de la rose. Alors Mhm. je me compare pas à Umberto Eco, on se calme, j'aime beaucoup. Soit dit en passant, c'est pas forcément très facile à lire, mais c'est absolument magistral. Par contre, je me projette beaucoup dans le film de Jean-Jacques Hano,
qui est évidemment pas du tout réaliste, contrairement à ce qu'on veut bien dire, mais qui a une espèce d'ambiance de Sherlock Holmes du Moyen-Âge qui m'avait vachement marqué à l'époque. Je l'avais vu au Cinoche. Et à l'origine, c'était ça le projet. C'était de se dire, je vais suivre mon Guillaume de Baskerville avec son petit assistant qui vont mener un truc, voilà un peu. Et ça a complètement dérapé, euh, mais complètement. Donc oui, il y a des moines, et oui, il y a le thème de la religion, mais c'est pas une enquête. C'est vraiment, je raconte le basculement d'une guerre de religion, mais je le raconte à vue d'homme. Mhm. Euh, et il y a aussi de la magie, hein, c'est vraiment de la fantaisie, hein. Donc il y a de la magie, il y a des monstres, etc. Mais du coup, j'ai du mal à maintenir ce que je racontais au début. Il y a des moines, il y a de la religion, mais c'est pas le nom de la rose, c'est pas une enquête. C'est un jeu d'intrigue politique, de bataille, et avec des enjeux religieux et magiques derrière. Voilà. Mhm. Voilà. Et Fantasy Monastique, pourquoi je l'appelais comme ça? Parce que j'avais pas trouvé le titre, hein. Mhm. On a tous notre nom de code tant qu'on n'a pas trouvé ce titre qui va accrocher l'oreille, quoi. Mhm. Ok. Euh, Là, tu es parti donc sur un diptyque. Donc, tu avais, Joli. tu avais besoin, par rapport donc au grand jeu qui était un tome relativement court, qui allait tout droit, droit au but. Là, j'ai l'impression que tu avais besoin d'espace pour poser l'univers épique, quoi, tout le côté épique, et puis des Hmm. personnages qui sont éloignés au début et qui vont être Ouais, amenés ouais, c'est un roman à se choral, croiser. hein. Alors moi, pendant le grand jeu, il y avait un peu ça. Oui, je suis peut-être dans le camp des gens qui écrivent pour plusieurs personnages plutôt qu'un seul qui va tout droit. Alors je vais me dédire dans le futur, mais en tous les cas, moi ça m'amuse beaucoup. Mais t'as entièrement raison, et mais on en avait déjà parlé, toi et moi. Mm. Le Grand Jeu, c'est un roman que j'adore, mais il a été écrit en 5 mois. Mm. Et en 5 mois, t'écris pas un diptyque, ni une trilogie, ni une tétralogie, quoi. Tu fonces. Et d'autre part, j'avais envie d'un roman d'aventure, donc ça va assez vite. Mm. Et je pense que dans ma qualité d'écriture, elle était encore en germination, je sais pas comment dire, donc je pouvais pas aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Dans le Solstice des Ombres, bah, j'ai eu plus de temps déjà, j'ai eu le temps de me maturer, et j'avoue, je suis aussi dans le camp des écrivains qui aiment créer un univers. Je fais pas mal de world building. J'ai du mal à imaginer les personnages en dehors d'un univers très construit. Et c'est un vrai plaisir pour moi de les faire évoluer dans un univers. Donc j'ai pris le temps de créer cet univers, même si finalement il a été moins long en recherche, beaucoup moins long que le grand jeu. Et puis ouais, j'avais très envie de prendre le temps de raconter une histoire et d'avoir un style plus dense. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Les combats sont beaucoup mieux décrits, les lieux sont mieux décrits. Et je crois que la grosse différence que les lecteurs qui ont lu les deux livres, ou les Mystères de Kioche d'ailleurs, c'est la psychologie des personnages est plus complexe. Mm. Et là, je pouvais pas faire autrement étant donné le thème. Je pense que si j'avais pris des personnages unidimensionnels avec genre le méchant, il est méchant parce qu'il est méchant, le gentil, il est naïf, machin. Bah, tu me diras, mais je crois pas que ça aurait eu la même saveur en fait. Non, 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 c'est clairement, voilà, il y a chaque personnage est à la fois marqué, donc bien Ils caractérisé, sont typés, ouais. mais ils sont typés, mais voilà, ils ont leur nuance et leur évolution aussi Ouais. dans le fil du roman. Il y a des thèmes, hein, c'est toujours pareil. Dans le grand jeu, c'était pareil. Les personnages chez moi, ils incarnent souvent un enjeu ou un questionnement. Hmm. Voilà, donc il y a c'est toujours un peu les mêmes questionnements, le courage, la loyauté, la vengeance, ce genre de choses, ça revient assez régulièrement chez moi. Et moi, ça m'a fait plaisir hein, d'écrire ce texte plus dense. J'avais même un peu peur qu'il soit un peu verbeux, tu vois. Hmm. Euh, et finalement, je trouve que l'équilibre est pas mal. J'ai pas l'impression qu'il y ait des longueurs, donc je suis content. Et ça fait du bien hein, d'écrire un truc un peu dense comme ça, parce que tu t'envoies de la matière vers le lecteur, quoi. Et t'espères que ça va. En fait, moi, ce que j'espère, c'est que ça va favoriser l'immersion. Hmm. Enfin, j'espère que ça va marcher et que ça va pas rebuter les gens qui aiment bien les récits un peu plus légers, quoi. Voilà, c'est une espèce d'entre-deux. On va voir si ça va marcher. Hein, je suis pas sûr de moi, mais j'ai tenté le coup. Alors, ça a marché sur moi et ça m'a évoqué par certains aspects la communauté de l'anneau, parce qu'on on voyage en forêt, en Oui, montagne, voilà, c'est vrai, ouais. on se déplace. Il n'y a Donc, pas de hobbit, hein, quand même. il y a pas de hobbit, mais il y a quand même un petit groupe qui se déplace un peu, évoquant un peu la Ouais. communauté de l'anneau.
Mais c'est marrant ce que tu dis parce que, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, la fantasy, bah, je l'ai découverte avec Le Seigneur des Anneaux et aussi Jack Vance. C'est deux auteurs qui m'ont fait découvrir. Et ouais, non, ouais, Jack Vance, oui, si, si. Euh, donc c'était il y a assez longtemps. Et les personnages de ces deux auteurs, ils se baladent. Ils voyagent en fait. Et j'avoue que la fantasy est très associée à un groupe de gens, pour moi en tout cas, un groupe de gens qui se déplacent et qui accomplit une sorte de quête. C'est très bateau, hein, donc je le sais, mais j'aime bien ça en fait. J'aime bien quand les gens se déplacent. J'ai beaucoup plus de mal avec les huis clos ou ce genre de choses. J'ai envie de voir des paysages, j'ai envie de voir le monde en fait. Mm. Et je trouve que les lieux, la fantaisie passe par des personnages bien sûr comme tout récit, mais les lieux sont hyper importants. Je veux dire, quand la première fois que Tolkien te décrit Minas Tirith ou la Moria ou Rivendell, enfin bon, ça reste tellement ancré en toi. Après, t'as l'impression qu'ils existent. Ouais. Bon, alors là, évidemment, je ne suis pas non plus Tolkien, hein, évidemment, mais j'aime bien décrire des lieux quand même et faire vivre les gens à l'intérieur de lieux. Et ouais, ouais, t'as raison, il y a une bande. Et Mm. les premiers lecteurs et lectrices m'ont dit que la bande, ouais, ça fonctionne en fantasy, quoi. Mais même dans la très dark fantasy, t'as toujours une bande. Bon, c'est des Mm. infâmes salauds et des pourris, mais c'est quand même une bande. Mm. Oui, là, ça fonctionne. Ouais, je trouve que ça fonctionne bien. Et puis, il y a ce. Voilà, on est tout de suite plongé dans l'immensité des décors grandioses. Voilà, on est en Nouvelle-Zélande, là. Ouais, 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 ouais. Alors, ouais, ouais. Enfin, il y a des marais, il y a un marais très Ah imposant. oui, c'est vrai. Et Oui, donc, oui, c'est vrai. je sais pas s'il y a ça. Oui, il doit y avoir, je pense, en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a un peu de tout. Mais t'as raison, ouais, les ruines. Moi, j'aime bien les choses genre les ruines antiques, les marécages, les forêts. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce qu'en fait, je crois que dans l'imaginaire médiéval, alors, il y a des historiens qui feraient ça mieux que moi, je pense, mais tu sais, il y a ce lieu inconnu, quoi. Il y a le lieu urbain, le lieu où les civilisé, je sais pas comment dire, avec les gens. Puis t'as la forêt, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Le marais, c'est pareil, c'est pas trop ce qu'il y a dedans. Et moi, j'aime bien ces lieux-là parce que c'est, bah, évidemment, les types, sachant pas trop ce qu'il y avait dedans, ils mettaient des monstres, des sorcières, des trucs comme ça. Je pense que ça vient de là, hein, tu sais, un truc Mm. comme ça. Tu parles de Marais, il y a un personnage un peu mystérieux dont on ne sait pas trop ce qu'il No incarne. spoiler. Donc voilà, je sais pas si on en parle, on en parle pas, Tu veux mais parler de Dame Ferressant, c'est ça? On c'est peut dire ça. son nom. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est marrant parce que ça, c'est encore une malédiction chez moi, c'est que les gens, pour moi, c'est un personnage secondaire. Mais les gens ont adoré, donc je suis bien couillon. Et ça m'arrive tout le temps dans mes bouquins, il y a toujours un personnage qui, qui est adopté, voilà, qui est un personnage d'adoption. Et Dame Ferressant, malgré son côté un petit peu... Alors tu dis étrange, t'es gentil, elle est quand même un peu spéciale. Euh, et c'est marrant parce que effectivement, moi je connais évidemment l'histoire que j'ai créée pour ce monde. Je sais très précisément qui est Dame Ferressant et machin, mais comme c'est un personnage secondaire, j'en révèle pas tant que ça dans le bouquin. Ce qui fait que ça, je crois que c'est ça qui a plu aux gens aussi, c'est une espèce de mystère un peu légendaire derrière. On se doute que c'était quelque chose avant, on se demande ce qu'elle fabrique. Elle est très à part hein, d'ailleurs dans le récit. Mm. Elle, elle, Mm. euh, elle détonne un peu. Euh, ouais, 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 bah, tu es un peu comme tous les autres lecteurs, tu te demandes qui c'est. Alors est-ce que je vais en révéler plus? Oui, la réponse est oui. Mais pas tant. Ça reste quand même un personnage secondaire, mais je comprends pourquoi les gens l'aiment bien. Et je pense qu'ils aiment bien la relation avec une des protagonistes qui s'appelle, enfin qui a plusieurs noms d'ailleurs, on va l'appeler Umré, parce que Umré, c'est la résilience, la combativité, le talent, etc., qui est aussi une forme de personnage secondaire, mais que les gens ont adopté et ont beaucoup aimé. Elle a un petit côté tragique aussi. Ce côté mystérieux de Dame Ferressant est un peu. Je te dis, est-ce que ça va jouer un rôle clé, un peu secondaire, mais clé comme Gollum Ah, bah oui, tu l'as vu dans le premier tome quand même, elle a un rôle fort dans le passé du livre, dans ce qui se passe avant le livre. Elle a été clé à un moment. Elle a été clé à un moment. Voilà, je peux pas trop dire pourquoi, mais elle a joué un rôle fort. Non, en fait, alors, je peux presque dire oui et non. Elle a un rôle clairement par rapport à un des personnages, ça, c'est sûr. Mais l'histoire du solstice des ombres, c'est quand même l'histoire d'une bande de personnages qui sont obligés de faire des choix compliqués, on va dire. En tout cas, pas ceux qu'ils avaient prévus.
et qui vont essayer de se démerder tout seuls. J'aime beaucoup cette idée que tu te débrouilles et tu te frayes un chemin sans trop savoir où tu vas. Donc non, j'aime bien les personnages qui sont en maîtrise de leur destin. Après, bah, tu l'as vu dans la fin du premier tome, il y a quand même une bonne grosse influence sur la fin du livre, quoi. Par intermédiaire, on va dire. Mhm. Oui, exactement. Là, tu parles de religion, donc parce que ton protagoniste est un moine. Hmm. Comment, comment tu conçois une religion de toutes pièces comment, enfin, est-ce que c'est le monde qui vient d'abord? Est-ce que c'est la religion ou la mythologie que tu as envie de créer et tu crées le monde après? Comment t'as pensé ça? Tu sais, je me souviens plus bien, j'avoue. En fait, je suis parti vraiment de cette idée. Je vais faire une enquête au nom de la rose. Et c'était un peu le pitch. C'était un pitch un peu idiot qui était le nom de la rose, mais avec de la magie et des elfes, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, dans ces conditions-là, c'est difficile de garder le christianisme, puisque c'est la religion dominante de l'Occident médiéval. J'avais pas trop envie de m'aventurer là-dedans en plus. Voilà, c'est compliqué. Bon, bref. Et j'avais envie d'un truc antique aussi. Je sais pas si t'as remarqué dans le livre, mais c'est pas que médiéval. Il y a un petit côté antique, assez âge du bronze là-dedans, Mhm. voire même un peu moyen-oriental par certains côtés. Et à un moment, effectivement, c'est pas comment tu as inventé une religion, c'est qu'il a fallu inventer une religion qui soit utile à l'histoire, crédible, intéressante, mais et compréhensible par le lecteur, parce que les religions, c'est toujours un peu bizarre à comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des religions très simples dans les romans de fantasy. Le type adore je sais pas quoi, le dieu de l'air, le dieu de la justice, paf, c'est Donjons et Dragons, ça marche, etc. J'aurais très bien pu faire ça. Mais là, je me suis dit, il faut y aller à fond. Si c'est une guerre de religion, il faut qu'il y ait des hérésies, donc il faut qu'il y ait un dogme. Et puis, j'avais envie d'une religion bizarre, tu vois. Un truc. Ouais, un truc bizarre, une religion suffisamment étrange, mais compréhensible. Donc en l'occurrence, là, c'est la religion du soleil, du soleil, d'un dieu qui s'appelle Astor et qui est le chariot qui va dans le ciel, hein, un peu comme Apollon. Mais elle a une caractéristique, c'est que donc les habitants de ce monde s'appellent les Irdrians, pensent qu'en fait Astor, bah, tous les soirs, il descend dans sa citadelle, il prend une armée et puis il va faire 8 batailles consécutives pendant la nuit, toujours les mêmes, et pour aller de l'autre côté, quoi, pour renaître à l'est et forcer les portes de l'aube. Et leur mythe apocalyptique, c'est qu'à un moment, il va pas revenir et ce sera la dernière nuit. Et en fait, ce que font les prêtres et tous les fidèles de cette religion d'Astor, c'est qu'en fait, ils prient la nuit. Tous les cultes se font la nuit, ce qui est assez paradoxal pour une région du soleil. En fait, on chante pour aider Astor à vaincre chacune des batailles à chaque heure de la nuit. Tu vois, ça, c'est venu très lentement. Et pour donner cette tonalité, évidemment, comme c'est de la dark fantasy, j'ai fait ça la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Il y a beaucoup de choses autour des ombres. Donc, du coup, comme c'est une région du soleil, les ombres, c'est tout ce qui est sous terre, tout ce qui est dans l'ombre, etc. C'est un peu l'équivalent démoniaque Mhm. dans le christianisme ou dans l'islam. Donc, on se salue sous le soleil, on ne signe pas des contrats la nuit, on allume des lanternes la nuit pour chasser les ombres. Après, c'est ce truc de l'imaginaire où tu tires le fil jusqu'au bout. Donc, c'est venu un peu comme ça, en voulant une religion compréhensible, mystérieuse, un peu antique, et qui soit propice à une guerre de religion. Il faut que les gens aient une raison mystique de se taper dessus. Il y a un pan politique, mais il y a un pan religieux quand même. Et sans non plus qu'ils soient obligés de lire un bréviaire ou une Bible ou l'équivalent de la Bible avant le bouquin. Mhm. Voilà. Et l'autre truc tout bête, c'est que je pense qu'en fantasy, on n'exploite pas assez le thème de la religion. Bon, là, clairement, on est dans un affrontement aux accents médiévalo-antiques avec toute une construction. J'ai écrit des petites prières, des machins. Ça, Mhm. c'est l'imaginaire, quoi. Mais comme quelqu'un crée un système de magie, on peut créer des systèmes religieux, hein. Mhm. Ça marche très bien. Oui, oui, ça permet, voilà. En tout cas, tu as documenté, tu as toute l'histoire qui paraît à travers des petites citations, des petites Ah bah interludes. oui. Donc voilà, c'est le plaisir de la découverte de l'univers Oui, petit à oui, petit, oui, comme ça. oui. Oui, le côté antique, un peu moyen-oriental, on le retrouve pas mal dans l'architecture, en fait. C'est ça Ouais. sur ça que ça va ressortir
Ouais, puis beaucoup. leurs croyances, tu vois, parce qu'en fait, là, j'ai piqué la croyance du voyage aux Égyptiens antiques. Il y a des chevaliers, mais tu sens que c'est pas tout à fait des chevaliers moyenâgeux. Voilà. Donc, moi, je l'ai bien aimé ce truc-là. Le dieu lui-même, d'ailleurs, est antique puisqu'il est représenté sous la forme d'un lion à un lion ailé à tête humaine. Une tête de femme au printemps et en été, une tête d'homme en automne et en hiver. Donc c'est clairement Sumer et la Mésopotamie qui m'ont inspiré là. J'ai bien aimé ça, hein, ce côté. J'aime bien le Moyen Âge, il n'y a pas de souci, mais je trouve que les religions antiques et les sociétés antiques sont vachement créatives. Mhm. C'est une mine inépuisable d'idées. Tu parlais bah, de personnages que tes lecteurs, dont tes lecteurs s'étaient emparés. Est-ce qu'il y en a un, toi, qui t'a surpris et puis voilà, que t'aimes bien quand même, qui est un personnage secondaire, mais voilà, Ouais, qui te ouais. plaît Bon, j'ai évidemment pris beaucoup de plaisir avec Oumré, qui est une sorte de... C'est une guerrière, mais une guerrière... enfin, vous verrez, mais c'est une guerrière esclave. Donc, j'ai pris plaisir, mais en fait, le personnage dont je me sens très proche, c'est Balser. Balser, donc, c'est un moine, c'est un ancien soldat qui, par dégoût de la guerre, est devenu moine. Et en fait, j'aime beaucoup l'enjeu de Balser. Bon, je peux pas trop le raconter, mais il a un enjeu très fort. En fait, la motivation, et il le dit, il le verbalise tout au long du roman, c'est presque un enjeu naïf. Et en même temps, c'est un enjeu viscéral pour lui de réussir à faire ce qu'il veut faire. Et ça le pousse à des exploits, en fait, et même à se renier. Et donc, j'aime beaucoup Balser. Il lui manque juste l'humour pour que je sois à fond là-dedans. Voilà, donc ça c'est mon personnage dont je me sens le plus proche. Et sinon, les deux personnages que j'aime beaucoup, c'est le couple entre Nourit et Batarouk, qui, donc une éclaireuse et un ancien marin. Parce que en fait, c'est un peu Laurel et Hardy, quoi. Hmm. Il y a un petit côté Ekel et Jekyll, et ils se pouillent mais ils s'adorent, ils vivent des aventures un peu folles. C'est un peu le côté humain. Donc ouais, dans l'ordre, je mettrais Balser, donc ce moine, pour son côté naïf, mais franc, honnête, plein de courage. Nourit et Batarouk qui sont la part de la caution un peu drôle, voilà. Et puis en dernier, Oumré, donc Oumré parce que c'est l'archétype de la guerrière badass que tout le monde aime, quoi. Hmm. Oui, on sent que t'as pris plaisir sur ce personnage-là. Ouais, ouais. Ah, tu t'es bien amusé. Ouais. Ouais, mais ouais, franchement, là, je me suis vraiment amusé à créer cette bande. Qu'est-ce que t'as envie de dire pour donner envie de lire le roman, pour accrocher Eh ben, c'est compliqué de. Alors, c'est un roman qui est assez difficile à pitcher. Donc, encore une fois, ça raconte le point de bascule d'une guerre de religion et ça embarque une série de personnages, une petite bande de personnages dans des événements qu'ils n'avaient pas prévus, que personne n'avait prévu. Et ça a quand même des dimensions un peu messianiques, cette affaire, c'est-à-dire ça prend de l'ampleur, on va dire. Attendez-vous à une dark fantasy qui n'est pas gore, qui est assez historisante dans le sens où il y a un univers très cohérent et vous allez être projeté dans un vrai univers. Et si vous aimez suivre les choix difficiles de personnages au cœur d'une guerre et de la tension, d'une tension permanente, je pense que ça peut vous plaire. Évidemment, si vous recherchez un truc plutôt cosy, passez votre chemin, ça ne l'est pas. Voilà. Ça, si vous aimez les univers aussi, alors moi j'aime les faire des univers très détaillés, très denses, donc si vous aimez des univers cohérents, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de détails, avec des choses que vous comprenez pas forcément, mais qui évoquent des couleurs, des sons, etc., que ce soit dans la faune, la flore, les coutumes, voilà, si vous aimez être dépaysé, je pense que ça va marcher. Voilà, donc il y a beaucoup d'action, j'ai oublié de le dire, c'est un roman, il y a vraiment il y a des combats, il y a de l'action. Et si vous avez déjà regardé des films comme La Reine Margot de Patrice Chéreau, voilà, c'est un peu cette ambiance-là. Mhm. Pour donner un parallèle, j'aime bien donner des parallèles. Alors, Patrice Chéreau est un génie de la mise en scène, mais la Reine Margot, il y a cette ambiance un peu délétère, politiquement décadente, dans un décor magnifique. Et moi, j'avais adoré ce film, et donc vraiment une inspiration pour moi. Mhm. Oui, moi j'approuve ce que tu dis et ce qui m'a emporté, c'est vraiment
effectivement, l'univers est sombre, mais je trouve que on a envie de s'accrocher aux personnages, quoi. On a envie de les suivre, on a envie de. Et eux sont finalement, il y en a certains qui sont lumineux, quoi. Donc Ouais, c'est ça qui est le moteur de l'histoire, et je pense que, ouais. bah t'as bien vu qu'il y a un thème de la lumière d'ailleurs hein, dans le livre. Mm. Un jeu avec les ombres et la lumière, donc c'est vraiment partout dans le récit. Et il y a un truc que m'ont dit les lecteurs et qui m'a surpris, c'est il y a même certains antagonistes qui sont appréciés, malgré leur, je sais pas comment dire, cruauté. Probablement pas parce qu'on comprend, parce qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre de religion, quoi. Il y a que des victimes. Alors il y a des immenses salauds, hein, évidemment, des massacreurs, quoi. Mais fondamentalement, la majorité des gens sont quand même des victimes. Ce qu'on peut leur reprocher, en fait, à tous ces gens, c'est d'être des fanatiques, des jusqu'au-boutistes qui sont incapables de faire la paix. C'est surtout ça le truc. Et oui, moi j'aime les personnages lumineux parce que je pense qu'en faisant des choix courageux, dans les situations extrêmement difficiles, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est comme ça que tu survis en restant toi-même, quoi. Et j'aime bien que mes personnages arrivent à faire ça, même s'ils font des erreurs, et même les protagonistes, hein, les héros font des erreurs dans le solstice, parfois volontairement d'ailleurs. Mais du coup, j'aime ça parce que c'est ça, être humain, on est tout le temps à des embranchements, puis il faut essayer de prendre le bon. Voilà, donc tu te projettes assez facilement dans ces gens-là. C'est pas le mec parfait. Ça me fait venir une idée en tête. Je sais pas si tu as vu le film Donjons et Dragons. Oui, j'ai vu, oui. Et moi, j'adore le paladin. Mm. Le paladin qui va tout droit et il y a un rocher. Et au lieu de contourner le rocher, il monte. Voilà, moi, j'aime pas ces personnages-là. Là, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'était une blague sur les paladins. Mais voilà, mes personnages, moi, ils font des détours. Mm. Ils auraient contourné le rocher. À droite ou à gauche, je ne sais pas, mais ils auraient contourné le rocher, quoi. Un Ils sont paladin pas... très, très premier degré. Voilà, ouais, non, mais c'est très très drôle parce que le mec est, enfin, c'est typique des paladins dans Donjons et Dragons, enfin de la manière dont tu peux les jouer. Mais c'était juste pour prendre une métaphore en disant, bah oui, ils sont obligés de faire des zigzags. Et donc, quand toi, en tant que lecteur, toi aussi, tu sais bien que de temps en temps, tu es obligé de faire des zigzags. Et pourtant, ils arrivent à s'en sortir, ils sont quand même solidaires entre eux. Voilà, c'est malgré leur mentalité un peu médiévalo-antique, hein, parce que c'est pas non plus des gens contemporains, loin de là même. Il y a une humanité dans laquelle je pense enfin j'espère on peut se retrouver, quoi. Voilà, je pense qu'il est important aussi de donner là maintenant toutes les infos pour lire le livre. Donc, Ouais. quand est-ce que ça sort, tout ça, quoi. Bah Où est-ce qu'on... écoute, là on est en plein dans le travail avec Nemos, donc la couverture est faite, là il y a les relectures sont faites, la maquette est faite. Il y aura d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais une superbe carte à l'intérieur, parce que tout livre de fantasy digne de ce nom a besoin d'une carte. Non mais celle-là elle est vraiment chouette, c'est un cartographe français qui s'appelle Stéphane Arson qui a fait ça. C'est génial. Donc le livre est parti en prod, là, enfin en impression. Il paraît normalement le 14 mai. Je dis normalement parce qu'on n'est pas à abri d'aléas diverses et variés dans l'impression des livres. Et puis la première rencontre avec les lecteurs, c'est aux Imaginales, donc c'est la semaine du 22 mai, si je me souviens bien. Et puis après c'est parti. Donc premier volume paraît là mi-mai, et le deuxième volume paraîtra probablement, pour l'instant on est sur février 2026. Mais en tous les cas c'est au premier trimestre 2026. Pour pas laisser trop de temps entre les deux morceaux de l'histoire et que les gens attendent pas trop longtemps. Donc voilà, donc c'est parti les amis, vous allez pouvoir partir sur les routes du solstice des ombres. J'invite tout le monde à venir te voir, si ceux qui ont la possibilité aux Imaginales. Il y aura quelques surprises, on nous Ouais, spoilera j'ai pas, perdu un mais... pari, ouais. Donc, ouais, on va pas spoiler, mais ça vaut le détour. Ouais. Je suis en train de préparer ça aussi. Bon, j'en parle pas trop, mais oui, ça risque d'être ça va être drôle. On va dire que ça va être très drôle. En tous les cas, il y aura des photos. Ça va être assez marrant. Bon, merci Benjamin, j'ai adoré ce premier tome. J'attends le deuxième avec impatience. Donc, Merci beaucoup. bravo pour ton travail, pour ton C'est ouvrage. cool. Merci beaucoup, Mickaël. Et puis à bientôt. À bientôt.